Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le mercredi 14 octobre 2020. Il sonne 11h et nous sommes très heureux de nous connecter avec vous par le biais du club de la presse pendant 90 minutes. Nous allons parcourir la presse togolaise dans ces titres phares. Cette émission que vous suivez naturellement sur la 93.5 Canal FM également et émission également reprise sur les antennes des radios partenaires, Radio Lumière à Neho, Central FM qui émet depuis Sokoré, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, mais également cette émission que vous nous suivez dans le monde entier, dans les Amériques, en Afrique, en Europe, en Asie et dans toutes les îles, grâce aux radios partenaires et l'application Canal FM. Nous saluons les techniciens qui nous accompagnent aujourd'hui. C'est le trio d'Atevi Thomas, Géraud Dakucha et Michel Vitogbe Tomega. Nous sommes mercredi, naturellement. Nous allons parcourir le magazine Santé et Éducation paru aujourd'hui. Nous allons également revenir sur le séminaire gouvernemental avec les actes que ce séminaire fait prendre au ministre. Nous allons revenir également sur les meilleures façons de promouvoir effectivement le label Made in Togo, le consommé local et d'autres informations de proximité, pourquoi pas de politique. Et pour cela, nous avons déjà autour de la table 3 confrères et un invité. Commençons par l'invité, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous avons l'honneur d'avoir Marc Akleso Akitem, qui a été ministre de la ville dans le tout premier gouvernement de Faure Gnassingbé avec Edem Kodjo à l'époque. C'était en 2005-2006. Alors, monsieur Akitem, si je vous attaque de front, qu'est-ce que vous devenez depuis? Vous voyez, je suis dans l'agriculture. Et voilà, le ministre de la ville qui s'est retiré au champ, comme pour dire que derrière le rideau de la politique, il y a une vie. C'est cette curiosité que nous vous exposons aujourd'hui avec le ministre Akleso Marc Akitem, le ministre de la ville reconverti en agriculture. Nous verrons tantôt ce qu'il fait. Mais entre autres, confrère Sylvestre Béni de la Manchette, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Abbas Issaka de Le Mania Libéré, bonjour. Bonjour Jalou. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur le lien du Canal FM, même depuis Kanté parce qu'on a cité les radios et autres. Et nous saluons notre ami depuis Kanté qui nous suit. Notre ami policier Yamba, mascotte qui nous suit depuis Kanté. Kanté dont nous allons parler bientôt, mais revenons ici au studio avec Gadiel Tchonyadi, la voix de Santé et Éducation. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices de la radio Canal. Merci. Nous voudrions saluer particulièrement des amis. Simplice Peto, il est le directeur marketing communication à la société Sodigaz. Donc Simplice Peto, bonjour à vous, bonjour à tous vos collègues et bonjour à votre patron Jonas Daou, qui est à la tête du groupe Sodigaz, cette jeune entreprise qui veut faire du bien pour le grand pour le Togo. Jonas Daou qui a été porté il n'y a pas si longtemps à la tête de l'association des grandes entreprises du Togo. Nous enchaînons avec la pensée du jour qui nous dit ceci: réussir sans un travail assidu est aussi peu probable que de récolter là où on n'a pas semé. Encore une fois, réussir sans un travail assidu est aussi peu probable que de récolter là où on n'a pas semé. Sylvestre Béni, les jaloux de nos acquis pourraient dire que nous avons mis cette pensée du jour à l'intention du chef de l'État, du Premier ministre et de leur ministre. Oui, en effet, parce que vous savez, lorsque vous prenez des engagements, lorsque vous voulez quand même réussir, il faudrait quand même que vous mettez toutes les chances à votre côté pour réussir. Mais si c'est pas fait, ne comptez pas peut-être
et réaliser des choses de plus grandes. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on va revenir des ministres qui prennent des engagements pour réussir. Donc s'ils ne le font pas, donc on reviendra pour voir ce qu'il y en est en réalité. Voilà. Merci, d'autant plus que les ministres ont signé des engagements écrits que Madame Victoire Tomenga Dogbe va sûrement conserver jalousement. Nous allons essayer de voir ce que les ministres ont écrit et signé sur leur papier. Et nous allons aider le gouvernement à les suivre dans l'évaluation de leur portefeuille. Mais déjà, nous nous rappelons à nous tous. Nous allons les suivre également. Naturellement. Et nous nous rappelons encore une fois que réussir sans un travail assidu est aussi peu probable que de récolter là où on n'a pas semé. Vieux constaté, Abbas Isaka, c'est vous qui parliez tantôt, enfin, c'est vous qui saluez ceux qui nous écoutent depuis Kanté. Eh bien, Kanté qui est à la une d'un nouveau journal paru aujourd'hui, enfin un journal qui est déjà à son 6e numéro, c'est le Nouvelliste qui écrit « Manque d'infrastructures scolaires et sanitaires, Kanté, le grand désert ». Vous connaissez un peu Kanté, Abbas? Oui, je connais bien Kanté. Puisque Kanté, c'est une ville comme toutes les autres où le développement des infrastructures n'est pas aussi comme on le constate, parce que ce n'est pas seulement Kanté, le monsieur peut-être qu'il a fait le tour vers Kanté, mais toutes les villes de l'intérieur du pays, même ici à Lomé, dans certaines localités, on n'en trouve même pas les infrastructures scolaires, sanitaires, loisirs, tout ça là, il n'y en a pas. Donc c'est général. Kanté n'est pas un cas particulier. Donc il faudrait généraliser l'ensemble de ces choses. Aujourd'hui que les ministres ont pris des engagements de faire de telle sorte que la réussite est au bout de leur travail, qu'on revoit dans toutes les préfectures ces genres d'infrastructures, que ce soit sanitaires, et scolaires et routières, pour permettre, et de loisirs, pour permettre aussi aux populations d'être à l'aise. Merci. Nous verrons à la fin de ce mandat si un journal au Togo pourra encore écrire que Kanté est un désert en matière d'infrastructures sanitaires et scolaires. L'autre vieux constaté, Gadiel Tchonyadji, c'est la dépêche qui revient sur un sujet que nous évoquons souvent ici, c'est les trains Togo Rail. Et la dépêche écrit aujourd'hui, ces trains de Togo Rail qui polluent notre environnement. On peut s'étonner que le Togo, qui se veut être à la pointe de la protection de l'environnement, laisse un tel train préhistorique circuler encore. Effectivement, on en a parlé ici plusieurs fois. Le fameux train qui prend les rails de Atikoumé et qui pollue l'environnement. On en a plusieurs fois parlé. Je ne sais pas ce que les organisations de la société civile qui sont dans le domaine de l'environnement en pensent, mais on va continuer par en parler afin que l'autorité comprenne que c'est très mauvais pour nous tous. Il faut qu'on arrête ce train et qu'on trouve une nouvelle façon de faire rouler c'est pas moi, un objet sur les rails. Sinon, ça c'est très dangereux pour la santé. En ce temps où la pollution au niveau mondial tue, si au Togo on entretient encore ce mode de transport qui pollue l'environnement, c'est très mauvais. Donc on en parle encore, que Togo Rail comprenne que c'est une structure qui participe largement à la pollution de l'environnement au Togo et puis sûrement à la mauvaise santé des populations. Nous demandons tout simplement à Togo Rail de moderniser, disons, ses équipements, que Togo Rail continue à participer à l'économie du pays, mais en sauvegardant aussi la vie de la population. Le ministère de l'Environnement, avec un certain Folie Bazi, devrait l'y aider, n'est-ce pas, Bassi Saka? Oui, effectivement. Je pense que la pollution de l'environnement est une source de maladies. Beaucoup de maladies aux gens, parce que le train là, dont tu parles la dernière fois, moi je l'ai vu au niveau de Atikoumé, c'est dégueulasse, parce que on ne peut pas permettre ces genres de trains qui vont circuler à travers la ville en dégageant une fumée. On dirait que on a brûlé les pneus quelque part et que ça moi je croyais que c'était même une manifestation où les pneus étaient brûlés. Mais au même moment j'arrivais, je voyais le train qui passait sur le rail. Je me dis, pourquoi on laisse circuler ces genres de choses en pleine ville? Et
Et vous voyez, là où il est arrivé, c'est en pleine circulation, où les populations sont nombreuses au niveau d'Atikoumé. Il y a plein de gens là-bas qui mènent des activités. Et le train est passé avec cette fumée-là. Je pense que le ministre de l'Environnement doit aussi revoir cette situation avec les responsables de Togo Rail et ensemble avec les organisations, les sociétés civiles qui luttent contre l'environnement, Qui lutte pour l'environnement, pour le respect de l'environnement, que ces organisations de la société civile et le ministère de l'Environnement puissent se mettre ensemble pour combattre ces genres de choses et interpeller même la direction de Togo Rail pour que nous mettent pas en circulation ces gens. De toute façon, nous les médias, nous avons déjà démarré ce travail. Nous le faisons à chaque fois que de besoin. Nous continuons avec Santé Éducation, toujours avec Gadiel. Vous nous parlez de plantes et de produits vraiment chez nous. Commençons par la menthe. La menthe dont vous dites, vous écrivez que la menthe est une plante médicinale à plusieurs vertus. Effectivement, la menthe est une plante médicinale qui se trouve chez nous au Togo, mais on remarque que plusieurs personnes ne connaissent pas cette plante-là. Pourtant, elle est, pourtant, elle est disponible sur le marché. Les bonnes femmes qui vendent les laitues, le persil en possèdent. La fameuse place où on trouve encore plus de menthe, c'est à Tikodi. Donc, on peut en trouver vraiment en bonne quantité. Alors, on peut planter cela à la maison et c'est une plante qui a plusieurs vertus. Nous avons essayé de lister un certain nombre de vertus dans l'article et le petit message ce matin, c'est de dire que la menthe, c'est une plante qui est très riche en fer et qui doit constituer une plante que les femmes doivent aimer parce que plusieurs se plaignent de l'anémie, du vertige, de la fatigue. Donc, un thé à base de menthe va faire beaucoup de bien à ces femmes-là. Et puis, plusieurs autres vertus, surtout sur le système respiratoire, contre le mal de tête, contre la fatigue. Donc, plusieurs recettes que nous avons mises dans cet article pour tout le monde. Merci. La menthe qui peut se révéler très efficace pour une bonne digestion. Elle peut aider à combattre les maladies cardiovasculaires. C'est un puissant antidouleur. La menthe peut aider à soulager les voies respiratoires et la menthe apporte du fer et c'est un détoxifiant de notre foie. Voilà. Cet organe ô combien essentiel. De la menthe, nous passons à cette autre plante du nom latin Kalanchoe crenata, que les évêques appellent Aflatogan. Abbas me dira tantôt comment les Kotokoli appellent ce Kalanchoe crenata. Bon, Aflatogan, les vertus, Gadiel. Aflatogan, c'est une découverte que nous avons faite. Nous sommes en train de continuer les recherches et les premières recherches que nous avons faites, c'est ce que nous venons de publier, que c'est une plante très, très, très vertueuse qui contribue à beaucoup de soins. Et nous n'avons pas mis dans cet article vraiment de recettes. C'est plus une information sur les vertus de cette plante-là. Mais la Aflatogan, je pense que plusieurs personnes connaissent. Le secret de cette plante, c'est que elle est plus affectée à un certain nombre d'affections au niveau respiratoire, au niveau notamment contre l'asthme. Contre l'asthme, voilà. Donc c'est un secret pour cette plante. Donc nous continuons nos recherches avec les spécialistes pour apporter peut-être une ou deux recettes par rapport à cette plante-là. Continuez vos recherches. Aflatogan doit avoir également des vertus spirituelles parce que quand vous allez dans les villages, auprès des couvents, des fétiches, cette plante sera toujours là et gardée jalousement. Je n'ai pas dit. Revenons à une autre plante de notre pays, c'est le curcuma. Et aujourd'hui, vous recommandez le curcuma pour ceux qui souffriraient d'arthrose au niveau de leurs genoux. Oui, l'arthrose au niveau du genou, la perte de la qualité du cartilage au niveau du genou, ça fait très mal. Le genou se gonfle, bien s'enfle, et puis on ne fait pas beaucoup de mouvements parce que c'est compliqué. Et c'est une recherche qui est faite tout récemment au niveau de l'Australie et qui prouve que
le curcuma, ce que nous appelons chez nous communément dotejan, associé, la recette est dans l'article, associé à d'autres épices, donne un résultat assez merveilleux pour ceux qui souffrent de l'arthrose du genou. Donc, c'est à lire et à appliquer. Et on va terminer avec le clou de girofle que vous recommandez aux femmes qui souffriraient de retard menstruel. Oui, le retard menstruel, vous savez, il y a plusieurs causes. Il y a des causes maladives, mais de facto, pour une femme sexuellement active, s'il y a un retard de menstruation, le mieux c'est d'aller faire un test de grossesse. Et si c'est négatif, donc elle peut appliquer cette recette-là à base de clou de girofle. Et puis, effectivement, vous savez, au niveau de la menstruation, quand ça devient récurrent, il faut aller consulter. Et consulter qui? Il faut aller voir le spécialiste, c'est-à-dire un médecin, gynécologue, obstétricien. Merci. Ce n'est qu'un avant-goût. D'autres articles très intéressants se trouvent dans cette parution santé-éducation. Mais on a choisi aujourd'hui la menthe, le clou de girofle, la flatogan et puis le curcuma. Peut-être des plantes que vous plantez, vous, monsieur le ministre Akitem? Non, pas du tout. Je suis dans les céréales. Je fais du riz aussi. Et puis beaucoup de légumes. Alors dites-nous, comment est-ce qu'un ministre de la ville peut se reconvertir ici en agriculteur? Mais c'est simple, la plupart des Togolais ont une origine assez modeste. Nous avons tous des parents paysans ou qui ont vécu dans un milieu rural. Mon papa, par exemple, était enseignant et partout où il passait, il avait son petit champ. Forcément, le papa ne va pas seul au champ. Nous, les enfants, nous le suivons. Et j'ai toujours accompagné mon papa très jeune, jusqu'à même à l'université, quand je revenais de vacances, pour les vacances. J'étais avec mon papa au champ. Donc, quelque part, j'ai toujours pensé, rêvé de devenir paysan ou agriculteur, ce que progressivement je suis devenu, en commençant par mobiliser le foncier, puis ensuite à mobiliser tout ce qui est machine agricole, parce que les surfaces que je traite sont assez grandes. Et puis, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'en vis, mais ça occupe mon temps, ça m'évite de broyer du noir. Et puis surtout de préparer mes enfants eux aussi à prendre la relève dans le domaine agricole. Donc vous cultivez les céréales comme le mil, comme le maïs, comme le riz. Alors vous êtes implanté dans quelle partie du territoire? Nous sommes à Niamassila, à peu près à 225 km exactement de Lomé. Et plus précisément dans un petit village qui s'appelle Agbandao, et à 5 km de la nationale. Alors, on peut avoir une idée des surfaces que vous avez emblavées, que vous cultivez cette saison? Il faut dire que ça fait quand même quelques années que j'ai arrêté l'expérience, parce que on a connu un certain nombre de dommages plutôt sérieux. Vous savez, lorsque vous êtes dans un petit village où les gens peinent à cultiver un hectare, un demi-hectare, et que vous venez avec vos machines et vous faites 15, 20, 30 hectares, ça suscite quelque part un peu de jalousie, un peu d'envie. Et la conséquence immédiate, c'est les incendies criminels. On les a vécus, c'était récurrent. Et quelque part, nous avons dû arrêter cette triste expérience, malgré tous les investissements qu'on a faits. Arrêté ou suspendu? Disons que suspendu, puisque les terrains restent un acquis. Et les machines agricoles sont là-bas parce que nous sommes vraiment équipés. Pas grâce à un appui de la banque, forcément. Et donc, nous avons des tracteurs, nous avons des motoculteurs, nous avons
tout ce qui est nécessaire pour l'irrigation. La seule chose qui nous manque aujourd'hui et que nous espérons pouvoir mobiliser pour redémarrer, c'est avoir de l'eau en permanence, parce que se contenter de la pluie, ce n'est pas vraiment encore faire de l'agriculture. Alors, monsieur le ministre, je suis vraiment désolé, mais autant de matériel que vous laissez à l'abandon, alors que vous avez dû contracter des prêts à la banque pour les payer. Oui, écoutez... C'est à la limite suicidaire, monsieur le ministre. Quand les incendies, les drames sont récurrents chaque année, vous n'avez pas le choix que d'arrêter. Si vous mettez 15-20 millions chaque année pour cultiver, et qu'au bout, on vous vient vous mettre bouter le feu dans votre champ, on vous brûle 20 hectares de riz, 15 hectares de maïs, et que je ne sais quoi, ça fait très très mal. Et vous regardez ce que vous avez fait comme effort, vous regardez les investissements que vous avez faits, et quelque part, vous dites qu'il vaut mieux arrêter les frais et réfléchir à la manière de reprendre l'activité, parce que les investissements sont déjà faits. Et cela, je crois que c'est le mal de l'agriculture moderne. Dans ce sens-là, peut-être que vous gagneriez à approcher vos voisins immédiats, pourquoi pas l'autorité locale, la préfecture et consorts, pour vous faire accompagner, régler les problèmes d'incendie criminels, vous mettre en sécurité et reprendre votre activité. Si nous étions à la télé, vous aurez vu que je souris. Je souris parce que nous avons fait toutes ces investigations. Au départ, nous sommes arrivés là-bas, la fleur aux lèvres, en lui disant on va pouvoir aider ceux qui sont dans le milieu. Alors, nous avons nous-mêmes pris un certain nombre d'initiatives pour soulager les populations d'un certain nombre de difficultés, à savoir pour avoir de l'eau régulièrement. On a fait des puits et nous avons distribué des engrais sur nos propres ressources pour les amener à adhérer à notre projet. Et ces activités, nous ne les faisions pas seuls. Donc, par exemple, pour les semailles, c'est les femmes du village qui le faisaient, qui étaient payées journalièrement. Et pour les cerclages, c'est les populations du coin aussi qui le faisaient. Donc, quelque part, lorsque ces drames ont commencé, nous avons sollicité les autorités administratives de la préfecture, nous avons sollicité la gendarmerie et tout cela. Mais c'est un problème qui est global. Ce n'est pas particulier à ma ferme. On voit ces genres de dégâts dans tous les coins, dans toutes les localités. Et cela tout simplement parce que quelque part, c'est ce que j'ai dit, quand quelqu'un fait à peine à faire 1 hectare et qu'il vient voir avec les machines, on peut faire 30, 40, 50 hectares en une seule fois. Ça suscite des envies, ça suscite de la jalousie. Et la seule manière pour le paysan de soulager, de régler son problème à lui, c'est de mettre le feu. Monsieur le ministre, j'avoue que je vous ai invité dans ce studio avec beaucoup d'enthousiasme. Vos mésaventures risqueraient de décourager certaines autres personnes qui penseraient un peu la même chose. Céleste Béni. Oui, je crois que c'est avec beaucoup de peine que j'ai écouté le ministre tout à l'heure. Mais je voulais en fait savoir deux choses. Est-ce que les terres cultivables, parce que nous savons que surtout dans les villages, est-ce que ces terres cultivables ont été acquis dans les règles de l'art? Et puis, deuxième chose, monsieur le ministre, est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui que, après avoir alerté les autorités administratives, ils semblent être ou se déclarer incapables de gérer convenablement ce problème-là? Bon, je ne vais pas répondre pour moi tout seul. J'observe un peu ce qui se passe dans le monde agricole. Et je crois que le premier problème dans le monde agricole, c'est la mobilisation foncière. Il faut avoir accès à la terre. La seule manière d'y arriver, de la façon la plus propre, c'est d'acheter le terrain. Ce que nous avons fait. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Et nous avons tous les reçus qu'il faut. Nous avons acquis ça devant l'autorité administrative en plus. Et donc, sur ce plan-là, il n'y a aucune tricherie, tout simplement parce que au Togo, ce qui donne de la peine à regarder, c'est que aussi loin que quand vous prenez la nationale numéro 1
quelle que soit la voie que vous empruntez, la voie du nord, la voie de l'est, la voie de l'ouest, vous verrez à droite ou à gauche des terres vierges non cultivées. À tel point que tous les étrangers européens, surtout qui viennent ici, pensent que l'Africain est paresseux. Mais le problème, c'est simplement le problème d'accès, un problème foncier. J'en parle avec certitude puisque j'ai eu par le passé à m'occuper de l'urbanisme au Togo. Je sais ce que c'est que le problème foncier au Togo. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, le problème d'accès à la terre, nous peinerons à vraiment lancer une agriculture moderne au Togo. C'est deuxièmement, on peut en discuter longtemps de par l'expérience que j'ai pu faire sur le terrain. Je crois connaître un peu les difficultés qui empêchent l'agriculture togolaise d'évoluer, de se développer. Donc le problème, c'est non seulement le problème d'accès à la terre, mais c'est aussi un problème de sécurisation foncière. Il ne suffit pas d'avoir acheté. Je connais beaucoup de gens qui ont voulu s'investir dans l'agriculture, qui ont acheté plein de terrains, que ce soit du côté de Palimé, dans le Cloto, que ce soit dans le Wawa, que ce soit dans le Nord, qui rencontrent exactement les mêmes problèmes. C'est à croire que le paysan qui vend la terre ne sait pas ce qu'elle peut produire. Et quand vous avez acquis la terre, que vous mettez sa terre en valeur, automatiquement, c'est régulier, c'est récurrent, on vient bouter le feu. C'est très, très, très fréquent. Et je crois que il appartient à l'autorité d'accorder la sécurité foncière à ceux qui entreprennent. Et ça, c'est cette sécurité que nous n'arrivons pas à obtenir et qui ralentit, qui décourage les investissements dans le monde agricole. Merci. Ce que vous dites là, M. Akitem, ça doit intéresser à un certain niveau très élevé. Nous allons y revenir, mais je crois savoir que vous ne cultiviez pas que les céréales, vous devez également produire d'autres articles dans votre ferme, avant la suspension bien sûr. Oui, non, disons que quand la nature humaine fait que lorsque vous rencontrez un problème, vous cherchez à le résoudre. Et la première approche pour éviter ces incendies, c'est de cultiver quelque chose qu'on ne peut pas brûler. Ça a été donc de s'engager dans la production maraîchère. La production maraîchère, la récolte est rapide, c'est toujours de l'eau sur le terrain, donc facilement on peut éteindre le feu si ça commence, mais c'est aussi difficile de brûler ce qui est vert. Donc première approche, ça a été cette solution. La deuxième approche, ça consistait à voir quelle activité on peut faire également en dehors de cela. Et là, je suis investi dans l'apiculture depuis un certain nombre d'années. Nous sommes présents dans toute la filière, dans tous les maillons de la filière apicole. Et c'est aujourd'hui une passion pour moi. Notre société s'appelle Apis Tropic Apis Scoops. Et nous sommes, comme je l'ai dit, présents dans la filière apicole, dans tous les maillons. Nous assurons la formation en apiculture moderne. Nous fabriquons tout ce qui est matériel apicole, surtout les ruches. Nous avons un atelier à Cara où nous fabriquons rien que des ruches. Et nous collectons, nous produisons nous-mêmes, nous collectons du miel que nous traitons, que nous mettons en bouteille. Et nous essayons de vendre ce miel-là, un peu difficilement, mais c'est un produit à faire connaître et à démocratiser pour que la consommation soit plus importante au Togo. Merci donc Monsieur Marc Aklesso Akitem, anciennement ministre de la ville, qui se reconvertit au champ avec des déboires, des mésaventures. Mais Monsieur Akitem, vous n'allez pas abandonner. Non, si vous m'avez écouté, vous voyez qu'il y a des pistes pour évoluer. Déjà, le terrain, je l'ai acquis de façon la plus régulière qui soit. C'est un acquis qui restera. D'autant plus que nous sommes en train d'évoluer vers un titre foncier de la façon la plus régulière. Les machines que nous avons acquises sont aussi là. Nous vantons d'être suffisamment équipés.
Nous avons, comme je vous ai dit, tracteurs, bulldozers, semoirs, charrues, enfin beaucoup d'équipements. Mais justement, tout votre part a besoin de maintenance. Si, il y a quelqu'un sur la ferme qui s'en occupe. Merci. Alors, vos préoccupations devraient remonter quelque part. Oui, Abbas Issaka? Oui, c'est une petite question. Je ne sais pas. En temps, il y a une loi qui interdit les feux précoces et autres. Et par rapport à votre mésaventure, est-ce que vous avez pu saisir les autorités agricoles, par exemple le ministre de l'Agriculture ou les autorités foncières, pour voir ce qu'il en est? Parce qu'actuellement, on est en train d'encourager l'agriculture. Et les quinquennats là, qui est actuellement là, on veut mettre l'accent sur l'agriculture. Et par rapport à votre mésaventure, alors que vous êtes engagé volontairement pour mener cette activité qui fait nourrir son nom, est-ce que vous avez pu saisir les autorités concernées par rapport à cette mésaventure? Pour avoir un parapluie au-dessus de votre tête et continuer à vous livrer à votre ambition. Je souris à vos questions. Je souris à vos questions pour dire que moi-même, ayant pratiqué l'administration pendant très longtemps, j'ai travaillé dans l'administration pendant plus de 20 ans. J'y ai assumé des responsabilités des plus élevées. Et je sais qu'on ne peut rien faire sans l'administration. Mais il faut aussi savoir que ce problème que j'ai vécu, je dis et je répète, je ne suis pas le seul. Sont très très nombreux. Tous ceux qui se sont essayés dans l'agriculture, qui étaient partis avec une très très grande volonté, ont rencontré ces problèmes-là. Et c'est pourquoi la plupart de ceux-là qui s'essaient dans le monde rural sont plutôt versés dans la mise en place de plantations forestières, les tecs et autres. Mais la production végétale, on n'est pas très très nombreux, même si ça commence à prendre. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. Ça commence à prendre au Togo. Beaucoup de gens s'investissent dans l'agriculture pour de petites surfaces. Et je crois que, heureusement, qu'il y a un changement au niveau du ministère aujourd'hui et qui laisse espérer que le nouveau ministre va s'attaquer à bras-le-corps à ce problème-là. Et nous sommes disposés à lui donner les informations que nous possédons de façon à ce qu'il bâtisse sa politique agricole. J'espère bien que le ministre entend les pas Gbegbenny sur cette émission, ou en tout cas que ces techniciens lui rendront compte. Nous sommes disposés à lui en fournir la bande originale et sûrement qu'il va souhaiter vous rencontrer, M. Akitem, parce que le problème que vous posez là, ça devrait vraiment intéresser au plus haut sommet de l'État, même si l'agriculture est toujours la priorité, l'agriculture a été en bonne place dans la déclaration de politique générale que la Première ministre a exposée devant l'Assemblée nationale, et information sur laquelle revient le confrère Kamgou, qui écrit aujourd'hui la page 9, comprendre la nouvelle feuille de route agricole en 4 points. Donc Madame Tomega Dogbe, qui dans son discours devant l'Assemblée nationale a posé un diagnostic sans complaisance du secteur agricole au Togo, à savoir l'appui aux PME, PMI, comme celle du ministre Akitem, remettre les pistes rurales en bon état, et également capitaliser sur l'économie bleue, et enfin transformer des ressources naturelles. C'est ce que la Première ministre disait. Et comme nous sommes dans le mois du consommé local, Abbas Issaka, votre journal Le Monial Libéré, tout comme Togo Matin, vous revenez sur, je ne sais pas si c'est une décision ou bien une intention que vous prêtez au gouvernement, à savoir le gouvernement togolais qui envisage, si ce n'est déjà mis en place, des mécanismes pour protéger les populations, les productions togolaises contre les produits importés, souvent pas toujours de bonne qualité. Abbas. Oui, vous savez, comme on a commencé par cette politique de consommation, le consommer local, des produits locaux, il faut encourager ceux-là que les Togolais produisent. Donc, en le faisant, on pouvait mettre fin peut-être aux importations que les gens nous amènent
En temps, on avait commencé avec l'OTR qui a voulu, qui a décidé de marquer les produits qui seront importés au Togo. Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont en train d'être prises pour protéger la consommation locale en taxant plus fortement en taxant les produits qui vont venir de l'extérieur, les produits importés. Comme ça va permettre aussi aux productions locales d'avoir des moyens pour au moins assurer, pour que les gens puissent consommer localement leurs produits en toute sécurité. Et comme on le dit, comme le ministre est en train de le dire, si on n'encourage pas les agriculteurs, alors qu'on nous demande de consommer les produits locaux, si on n'encourage pas les agriculteurs en imposant les produits qui viennent de l'extérieur, comme le riz, il y a les huiles qui sont produites ailleurs, qui sont importées, le riz chinois, thaïlandais et autres qui viennent là. Je pense qu'on n'encourage pas la production locale à nourrir son nom aujourd'hui. Donc nous avons eu cette information, nous avons voulu passer pour que la protection de la consommation locale puisse être protéger un peu les productions locales, mais plutôt Sylvestre Béni, si on protège les producteurs locaux, il faudrait également que eux aussi ils améliorent aussi bien la quantité, la qualité et surtout que le prix soit abordable, parce que nous sommes quand même dans la loi du commerce et c'est l'offre et la demande, la qualité-prix qui s'impose. Non, je crois que l'un doit forcément entraîner l'autre, parce que aujourd'hui, si nous n'avons pas quand même en ce qui concerne les produits locaux, si nous n'avons pas des produits finis de qualité, c'est parce que quelque part il n'y a pas assez de moyens pour les entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, il serait très difficile à un Togolais qui fait donc dans le riz de concurrencer un Thaïlandais ou un Chinois, parce que de l'autre côté ils ont plus de moyens, et c'est ce qui fait que, et c'est ce qui déteint parfois sur le prix exorbitant des produits locaux, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, donc le peu qu'ils ont mis quand même pour la production donc de leurs fruits, ou donc ils veulent tout de suite et du fait donc de toutes les lignes qui sont rentrées donc en compte pour le produit fini, donc ils veulent aussi tout de suite maximiser pour avoir au moins quelque chose et continuer à produire. C'est pourquoi, par exemple, je le disais d'ailleurs il y a quelques jours, vous avez par exemple de la tomate made in Togo qui est à 500, et de l'autre côté vous pouvez avoir la tomate en boîte venue de la Chine ou de, je sais pas, à 150 francs. Mais tu peux être le plus grand patriote du monde, mais devant 500 et 100 francs, je crois que il y a même pas à réfléchir 1001 fois avant donc de faire son choix. Mais si l'État arrive donc à mettre les moyens pour du moins les entrepreneurs locaux, vous verrez que ça va également les aider à diminuer un peu le prix donc le prix de vente. Et si c'est à 100 francs et à 150, peut-être qu'avec un peu de patriotisme, je peux peut-être vouloir mettre 50 francs là-dessus pour prendre le produit togolais. Mais si c'est à 100 francs ou 1000 francs, et il fut un moment où c'est un compatriote togolais qui a inventé donc le foufou miss. Et ici, nous avons quand même chanté, nous chantons et tous les jours qu'il faudrait quand même que l'État puisse subventionner le monsieur afin que nous ayons du moins le produit à bas prix. Mais bon, cela n'a pas été fait. Je crois que c'est l'UMOA qui lui a octroyé quelque chose et qu'il a pu peut-être produire un certain nombre. Mais aujourd'hui, le foufou mise que vous avez pour le Togolais à 100 ou à 120 000, vous avez l'autre foufou mise chinois qui vient déjà le concurrencer à 70 000 ou à 60 000. Mais devant ce choix, vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Si vous avez peut-être 120 000, vous pouvez peut-être acheter deux chinois et vous faites avec. Donc c'est pourquoi nous disons qu'à un moment donné, il faut subventionner donc les producteurs locaux et pour que cela puisse aller. Merci, monsieur le ministre Akitem. Vous suivez sans doute la première ministre, notamment avec le diagnostic qu'elle a fait devant l'Assemblée nationale. L'agriculture qui est en bonne place dans le PND, toutes ses ambitions. Alors vous qui avez tenté l'expérience et qui faites plutôt grise mine, qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur les ambitions que veut porter le PND, notamment le volet agriculture?
Je crois pour ma part que aucun pays au monde ne peut se développer sans l'agriculture. C'est le départ, c'est le point de départ. Toutes les grandes les grands pays, que ce soit les États-Unis, l'Europe et tout cela, ont commencé d'abord par l'agriculture. C'est comme ça qu'est née l'industrie. Donc, nous ne pouvons pas non plus faire l'économie de cette stratégie, dans la mesure où il faut d'abord, le premier besoin de l'homme pour sa santé, c'est de pouvoir manger régulièrement. Donc l'agriculture, c'est quelque chose de très très important, et en même temps c'est une ouverture vers l'industrialisation du pays. Ceci est très très important. Donc mais je crois quand même qu'il est important qu'une politique à vision large puisse être mise en place. J'ai écouté tout à l'heure une analyse qui semblait dire que si les prix des produits nationaux sont plus chers, ça éloigne le consommateur. Mais il faut aussi savoir que il n'est pas toujours bon de chercher, surtout le côté alimentaire, à avoir des choses les plus bons marchés. L'exemple de la tomate, j'ai tiqué un peu parce que je fais de la tomate. Et j'ai même un projet dans ma petite tête quelque part pour évoluer dans ce secteur-là le jour où j'aurais pu avoir la maîtrise de l'eau. Parce qu'il faut la maîtrise de l'eau pour faire une agriculture performante. Donc, vous prenez un produit, la tomate qui vient, par exemple, je ne dirai pas le pays pour ne pas être attaqué. Prenez cette tomate et faites-la analyser. Il n'y a rien de tomate dedans. Vous n'avez que de la peinture, entre guillemets. Donc faisons attention, c'est bon marché, d'accord, mais vous ne mangez pas de la tomate. Faisons attention. Et il est préférable, dans certaines conditions, pour sa propre santé, d'aller vers un aliment véritable, plutôt que des substituts qui ressemblent à cela. La tomate, par exemple, sa culture n'est pas difficile, mais elle demande beaucoup d'eau. Il faut avoir à disposition de l'eau. Si vous n'avez pas de l'eau, vous ne pouvez pas produire de la tomate. En tout cas, vous aurez de très très faibles rendements. Donc, il en est de même pour ce qui concerne le riz, parce que j'ai produit du riz aussi, et je sais tout le tralala qu'il faut pour produire du riz. Le riz, c'est l'une des cultures les plus difficiles, parce qu'elle demande beaucoup, cette culture demande beaucoup d'entretien, beaucoup de main-d'œuvre. Et à chaque fois, c'est l'argent qui tombe. Vous labourez le sol, vous passez au semis, ensuite vous mettez et ça n'a pas l'air de prendre, donc il faut encore ajouter la main-d'œuvre pour sarcler. Et après, c'est la récolte. Il faut trouver des gens pour vous couper le riz. Une fois que c'est coupé, il faut trouver des gens pour ramasser, mettre en terre. Il faut trouver des gens pour battre le riz. Il faut trouver des gens pour vanner. Il faut trouver des gens pour mettre en sac. Il faut prendre le sac, mettre dans les camions. Les camions l'amener jusqu'à l'usine de grainage, de décortiquage. Mais c'est très, très, très compliqué. Très contraignant. Et à chaque fois, il faut lâcher de l'argent. Et au bout du compte, vous retrouvez avec des frais énormes. Vous ne rentabilisez pas votre production. Depuis que moi j'ai commencé à faire l'agriculture mécanisée, je n'arrive pas à équilibrer mes dépenses. Pourquoi? Parce que mes produits se retrouvent sur le marché avec ceux qui ne comptent pas leur main-d'œuvre, qui ne comptent pas tout ce qu'ils mettent dans la production de l'aliment en question. Et conséquence, vous êtes obligé de vous aligner par rapport à ce marché-là, et donc vous vendez plus ou moins à perte. Donc très important à savoir. Donc l'agriculture, si on veut y aller, vraiment, il faut vraiment y mettre les moyens, y mettre la volonté. Merci encore une fois. Votre expérience, ou plutôt votre mésaventure, devrait vraiment inspirer au plus haut sommet de l'État, notamment le ministère de la Culture, et également ce que disait le ministre Akitem sur la qualité des denrées importées. Ça doit interpeller les services sanitaires,
qui accorde l'agrément aux commerçants qui importent cette denrée, également au service des douanes, à l'OTR qui laisse entrer dans le marché s'il laisse venir. Chacun devrait vraiment jouer au vigile pour la santé publique dans le pays. Normalement, mais vous savez, notre problème à nous, c'est que parfois, du moins, le parapluie politique semble donc d'éteindre surtout, si bien que il y a des décisions parfois qui se prennent en fonction donc du politique que donc du social ou du commercial. Quand je parle, j'ai en tête une affaire qui a défrayé la chronique, je crois ça doit être en 2012 ou en 2011, avec un route thaïlandais qu'un confrère avait du moins je parle donc du confrère l'Indépendant Express, le riz Begedou. Vous vous rappelez quand même de cette histoire? Vous vous rappelez quand même du riz Begedou? Le confrère avait dit que non, que les conditions dans lesquelles du moins ce riz a été importé, les conditions n'étaient pas remplies et tout. Mais plus tard, il y a eu un procès. Après, c'est les services qui doivent du moins nous dire avec fiabilité si le riz est bon ou pas. Bon, on nous dit que non, que c'est au niveau juste au niveau de la tête où il y a que le riz a varié, mais en bas il y a rien. Oh, ils étaient tous dans le même carreau. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que parfois on laisse, il y a du moins ce parapluie politique là qui déteint surtout. Mais on espère qu'aujourd'hui que les choses iront donc de mieux en mieux. L'espoir est partagé. Continuez à entretenir l'espoir. Gadir Chenadi. Oui, j'aimerais quand même apporter une précision par rapport à cette denrée alimentaire qui rentre dans nos pays, pas seulement au Togo, mais dans toute l'Afrique. Le contrôle sanitaire de ces produits n'est pas évident. Comprenons-le ainsi. Le contrôle sanitaire de ces produits n'est pas évident. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que on ne les contrôle pas souvent. Et c'est plus des affaires, alors c'est du commerce que les gens font. Et il y a des produits qui tombent directement au niveau du port ici à Lomé. On fait des formalités, puis ça remplit rapidement les marchés sans aucun contrôle sanitaire. Est-ce que vous voyez? Donc, faisons extrêmement attention, et c'est ce pourquoi il faut quand même faire la promotion de nos produits locaux. Et puis aussi, ces produits locaux, il faut qu'ils passent par un contrôle sanitaire. On a des laboratoires au Togo par lesquels ces promoteurs doivent passer avant de déverser leurs produits sur le marché. C'est important pour la protection de la population. Ce nouveau gouvernement qui a du travail et qui veut se fixer, qui s'est déjà fixé un cap par ce séminaire gouvernemental que le chef de l'État a ouvert et présidé en personne. Revue de presse avec Togo Matin qui revient sur le sujet, écrit: premier séminaire gouvernemental, l'innovation s'impose et s'invite au sommet de l'État. Kangou va dans le même sens. Fornia Singbe qui s'est adressé à ses ministres, citation: nous poursuivrons les chantiers avec plus d'efficacité au profit des populations. Autre journal, c'est le libéral à la page 5 qui écrit: obligation de résultat, la grosse pression sur les ministres. Nous rappelons tantôt c'est cet engagement que les ministres ont signé hier et que Dame Tomenga Dogbe a rangé dans son cartable pour les repas. Et à Bachizaka, le Mania libéré, vous aussi vous écrivez une feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années à venir. Et pour terminer, le Nouvelliste qui interpelle: mesdames, messieurs les ministres, au travail. Abba Chisaka? Oui, vraiment au travail, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la gestion de Foy Nyasigwe, parce que ces séminaires gouvernementaux, celui-là n'est pas le premier du genre. On a toujours eu à faire les séminaires, des fois à Kara, mais qu'on ne prend même pas des engagements. Cette fois-ci, les engagements ont été pris devant les feuilles de route qui ont été présentées.
chaque ministre a pris son engagement. Donc, ce qui veut dire qu'on a voulu responsabiliser chaque ministre à son département. Que la réussite hier, parce que la chef du gouvernement, en temps au niveau de l'Assemblée nationale, avait dit que l'échec n'est plus excusable. Donc, les ministres doivent se mettre au travail et leur feuille de route qui leur a été signée, à partir de quelle ils ont signé des engagements, doit être respectée. Mais nous, à notre niveau, on ne connaît pas l'engagement qu'ils ont pris. Nous allons chercher à savoir. On va chercher à savoir, ou bien que on a maintenant des chargés de communication au niveau de deux porte-paroles au niveau du gouvernement qui peuvent venir nous expliquer les engagements qui sont contenus, ce qui est contenu dans ces engagements que les ministres ont pris. Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Quand quelqu'un a pris un engagement et qu'il n'arrive pas à l'exécuter au bout, quelle sera la sanction par la suite? L'on ne sait pas. Puisqu'on a vu des ministres ici qui ont travaillé, qui ont fait ce qui est de leur de la justice en foutisme, mais ils ont fini. Et ils ont fini, on ne leur a rien dit. Des gens ont dilapidé leurs ressources. Financement énorme. Ils se sont même permis d'aller manquer du respect, mentir ouvertement à l'Assemblée nationale. Ils n'ont rien fait. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle dynamique, qu'est-ce qui va se passer après? Lorsque les gens ont pris des engagements, j'ai pris l'engagement d'être plus proche de la population, d'aller travailler pour la population et de la mettre à l'aise si, en fin de compte, le résultat n'est pas atteint et que, au fait, ce qu'on a mis à son niveau pour gérer son ministère n'a pas été chose. Qu'est-ce qu'on va le faire? Donc, c'est pour cela que nous demandons peut-être aux deux porte-paroles du gouvernement au moins de venir expliquer qu'il y ait plus de communication de ce que les ministres font. En tout cas, il semble que ce gouvernement veut changer certaines vieilles habitudes. Sylvestre Béni? Bon, vieilles habitudes, espérons. Mais, vous savez, moi, si je dois me réjouir d'une chose en ce qui concerne donc l'engagement pris par les ministres, je me dis que maintenant, ça va nous épargner donc de cette phrase sur l'institution personnelle du chef de l'État. Maintenant, ils auront l'occasion à dire du fait donc des engagements que j'ai pris. Du fait des engagements que j'ai pris, donc je crois que je vais faire ci et là. Maintenant, au-delà, je crois que même s'ils ne prennent pas ces engagements, chaque ministère a un cahier des charges qu'il doit honorer. Et le chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre qui est là, il sait ce que tel ministère doit faire. Et si peut-être à mi-parcours, on évalue un peu est-ce que tu as fait, même si tu ne prends pas d'engagement, on peut peut-être te demander donc d'aller voir ailleurs et trouver quelqu'un de plus, du moins compétent, hein, si on doit quand même retenir ce terme-là pour continuer. Maintenant, d'une manière générale, vous savez, et ça fait 15 ans, hein, ça fait 15 ans que du moins il y a le régime est là et il y a eu des gouvernements successifs, mais sauf que l'aspiration profonde des Togolais les Togolais sont restés toujours sur leur faim. Et d'une manière générale, avec ce gouvernement aussi, étant donc presque dans cette posture depuis des années, les Togolais n'attendent pas tellement le miracle de ce gouvernement. Sauf que, c'est là où je mets peut-être du bémol, sauf qu'aujourd'hui, il y a quelques têtes, pas collectivement, mais pris individuellement, il y a quelques têtes au sein de ce gouvernement qui ont fait des preuves ailleurs. Donc, je ne vais pas citer des noms pour faire des jaloux, qui ont fait des preuves ailleurs. Donc, en prenant individuellement ces têtes-là qui sont au sein du gouvernement, cela peut donner un brin d'espoir à quelques Togolais qui les ont connus dans, du moins, leur activité antérieure, et dire que au moins eux ils arriveront donc au moins à sauver le collectif. Et donc peut-être pour finir, on va suivre du moins les actions, les 100 jours donc de ce premier gouvernement. On verra ce qui a été fait et après on pourra mieux faire donc des Merci. analyses. Juste rappeler que déjà sous le premier ministre Classo, je crois chaque semestre, chaque ministre passait faire l'évaluation de son département devant le premier ministre. Maintenant c'est plus formel et peut-être que comme la Abbas le disait tantôt, nous allons approcher les ministres à Yewadan ou Trimouan pour qu'ils viennent nous expliquer davantage comment ça se fait. Ça va se faire
pour un meilleur suivi des ministres individuellement. Mais le ministre que on attend déjà à l'œuvre, c'est Doji Komlan Kokoroko, le nouveau ministre de l'enseignement primaire secondaire technique et de l'artisanat aussi. Si la rentrée du 26 octobre aura lieu, on verra bien, mais toujours est-il que, mais déjà plutôt fraternité écrit rentrée 2020-2021, le 26 octobre, une date tenable. Le libéral à la page 4 parle d'une première patate chaude dans les mains du ministre Kokoroko Doji. Et libéral annonce que des syndicats d'enseignants commencent déjà à se manifester. Autre journal, Togo Matin, qui écrit lui aussi rentrée scolaire, le baptême de feu du professeur Doji Kokoroko. Et la dépêche aussi, qui écrit à la page 5, la dépêche, non c'est pas, c'est sur un autre sujet. Voilà, Kokoroko a du travail à faire pour s'entendre avec ses collègues enseignants pour mettre en place tout le dispositif que commande l'état d'urgence sanitaire si la rentrée doit avoir lieu le 26 octobre. Silas Béni? Oui, je crois que quand on parle donc de Kokoroko, bon, anciennement aussi président de l'université de Lomé, on a vu quand même ce qu'il a pu faire en 4 ans. Donc de présidence à l'université. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est maintenant au gouvernement. Bon, l'université, c'est déjà, disons, essayons donc de classer cela progressivement dans les oubliettes. Maintenant, il sera évalué en tant que ministre. Mais déjà, et après quelques jours d'installation, il a raconté quand même les syndicats des enseignants pour échanger avec eux et tout. Et il le disait qu'il n'a pas donc de bâton magique, mais il met juste un challenge, qu'il faudrait quand même que tous se donnent la main pour travailler. Et tel que un journal l'a écrit, c'est ça la patate chose qu'il a. Voilà que les enseignants, du moins c'est les syndicats des enseignants annoncent déjà les couleurs en disant il faut un certain nombre de primes et tout ça, sinon il n'y a pas de rentrée. Donc c'est là où il est attendu. C'est ce que j'ai sorti, la manchette a sorti la dernière fois en disant que la jeune garde de Dogbe est très entendue. C'est sur ces points-là qui seront attendus. On verra, du moins sa magie ou son génie, ce qu'il pourra faire, ne serait-ce que pour surmonter et du moins ce problème-là déjà que posent les syndicats. Je crois que s'il réussit, ce serait tout béni pour lui. Maintenant, bon, l'homme étant aussi un peu quelque peu novateur, je crois qu'il a déjà commencé à chambouler un peu les choses au niveau de l'administration en faisant des nominations et tout. Donc j'ose croire que au moins tous ces points-là vont l'aider et du moins à surmonter ces difficultés. Donc le 26 on verra si bon la rentrée se tiendra et en dépit ou si on pourra en fait résoudre du moins les problèmes des syndicats, ce qui est normal parce que ils doivent également vivre de leur métier, les enseignants et tout. Maintenant, s'il est réussi, je crois que on avisera. Voilà. Mais merci de rappeler que ici depuis ces quelques dernières heures que Kokoroko vient de signer des arrêtés qui nomment des responsables à la tête des directions dans son ministère. Les anciens qui iront jouir de leur retraite, les nouveaux qui vont arriver, c'est un mouvement qu'on va suivre. Alors rapidement, faut de temps rapidement avant que nous allions à l'ouverture d'antenne. Sylvestre Béni, je vois dans votre à la manchette de votre journal, la manchette, vous écrivez vision séparatiste au Ghana, Togoland. Vous parlez d'un curieux silence du Togo français. On va lire bien sûr votre article, mais juste un petit commentaire. Juste un petit commentaire. Vous savez, depuis quelques années, on observe qu'au niveau donc du Togoland, c'est du Togo britannique, quelques mouvements séparatistes, c'est-à-dire les Togolais de l'autre bord qui avaient rejoint le Ghana par le bien donc du référendum de 1956. Maintenant, ils veulent avoir une autonomie, mieux une indépendance. Mais on observe que du côté donc de ce Togo, du Togo français, c'est-à-dire la mère patrie, il n'y a pas donc de mouvement. Nous, c'est depuis 2014 que nous sommes sur
ce dossier que nous avons fini. Et j'ai même eu la chance de discuter au téléphone avec l'icône donc de cette lutte au Ghana, c'est-à-dire Charles Kwame Kujodi, qui est l'icône donc de la lutte au Ghana. Je me suis même déplacé pour aller à Madina, au Ghana, pour ceux qui connaissent un peu le lieu. J'ai discuté aussi avec, du moins, c'est presque la vitrine diplomatique donc de cette lutte-là, qui s'appelle Dr Koumoudi. Nous avons échangé physiquement au-delà d'une heure de temps. J'ai eu quand même à leur poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus revenir ici et à la mère patrie, parce que c'est après donc la débâcle allemande en 1914 que le Togo a été partitionné. Donc il a essayé donc de donner un certain nombre de raisons qui ne m'ont pas aussi convaincu. Mais depuis là, c'est qu'au niveau donc du Togo ici, il n'y a pas de réaction. Or, je me dis que s'il n'y a pas de réaction aujourd'hui, peut-être que demain, c'est-à-dire à la succession donc des régimes politiques, si un président veut véritablement que ceux-là reviennent, même si le Togo l'en devient indépendant, il peut y avoir peut-être un conflit armé, comme nous le voyons aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en ce qui concerne donc le Haut-Karabakh. Et ce sera peut-être la première option. La deuxième option, vous devez également vous rappeler donc de l'Alsace-Lorraine, où à un moment donné, la France a cédé ça aux Allemands, mais après, ils ont fait la guerre pour reprendre l'Alsace-Lorraine. Même si aujourd'hui, les Alsaciens se sentent beaucoup plus allemands que français, mais ils sont français. Et puis, il y aura aussi d'autres options. Peut-être que si ici marche très bien, ceux-là vont peut-être un beau jour prendre définitivement la résolution donc de revenir et à la mère patrie, le Togo. Donc, dans ce numéro... Ce sont des hypothèses que vous... Ce sont des hypothèses et je crois que c'est, tel que je le dis, c'est depuis 2014 que j'ai essayé donc de rentrer en contact avec un certain nombre d'entre eux. Et puis on verra dans les jours à venir. Merci, on va voir ça dans les jours à venir. Mais déjà ici, nous sommes en par le temps. Il est 12h passé de 2 minutes. Nous avons déjà pioché 2 minutes sur le temps de nos amis auditeurs. Eh bien, nous suspendons un petit clin de nos partenaires et nous nous connectons sur vous. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour ici au studio avec autour de nous le ministre Marc Aklesor Akitem, qui a partagé avec nous ses expériences de reconversion en agriculture. Et les confrères Abbas Issaka, Sylvestre Béni et Gadiel Tchonyadji, avec qui nous avons commenté les articles de santé et éducation et les autres faits de société aujourd'hui. La parole est à vous à présent. Premier auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Cyprien. Monsieur Cyprien, nous vous écoutons. Très bien. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, par rapport à la communication gouvernementale, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé au séminaire, on pourra aussi l'apprécier. Mais sur les médias ou les réseaux sociaux, nous apprenons qu'il y a un engagement qui est signé par les ministres. Oui. Bon, moi, je me demande, est-ce que ça ne s'apparente pas un peu à un folklore? Parce que s'il faut bien travailler, il faut bien travailler et que le coordonnateur puisse bien suivre. Bon, maintenant, est-ce que, parce que la population critique de gauche à droite, c'est pour cela que il faut montrer aux yeux de toute la population qu'il y a un engagement qui est signé par les ministres et donc ça veut dire qu'ils vont bien travailler. Est-ce que c'est ça qui va les pousser à être efficaces sur leur mission, dans l'accomplissement de leur mission? Bon, parce que moi je trouve que c'est pas parce que on dit on ne communique pas qu'il faut aussi parler dans tous les sens et faire parler tout le monde qu'on dise que on communique. L'essentiel, c'est que les Togolais ont besoin d'informations. Il faut donner l'information. Merci. Vos préoccupations sont légitimes. Comme vous avez suivi, nous-mêmes, on n'a pas encore connaissance de ce qui est écrit dans ces engagements. Nous allons suivre et juger au fur et à mesure. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Charles. Charles, nous vous écoutons. Oui, je voudrais intervenir par rapport à l'intervention de monsieur Akitem. Et au fait, tout ce qu'il a dit, il a raison par rapport aux jaloux autour de sa ferme. Et j'ai travaillé aussi dans une ferme aussi à cheval entre Blita et Yomabois, dans ce même secteur. C'était le même problème. Mais il y a des approches avec la population environnante qu'il faut adopter. Oui. Et
bon, j'ai des expertises dans ce domaine. Oui. Si hors antenne il veut, je lui donne mon numéro et par rapport à ça, on va discuter. Je vais lui expliquer comment c'est parce que nous avons pu résoudre ces problèmes par rapport à ces approches-là. Merci. Merci de laisser vos coordonnées hors micro avec le technicien. Alors pour l'essentiel, cet ami qui dit qu'il a connu un peu les mêmes aventures, mais que ça a été réglé. Les deux techniciens en agriculture vont se rencontrer pour échange d'informations. D'ici là, nous passons déjà à notre... Monsieur Akitem, vous avez pu suivre un peu la fin de l'auditeur. Il dit qu'il a rencontré les mêmes problèmes autour de la préfecture de Blita, mais ils ont pu réussir à solutionner cela. Bien, je vais prendre ces contacts. On va se rencontrer. Je vais voir quelles sont les solutions qu'ils ont pu trouver. Mais je vous ai dit que moi-même, j'en avais. J'ai déjà un certain nombre d'approches. Eh bien, une approche de plus ne sera jamais de trop. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Valentin. Valentin. Oui. Nous vous écoutons. Oui, le séminaire gouvernemental, les ministres ont pris des engagements. Une chose, c'est de prendre des engagements et l'autre, c'est de les respecter. Et pour les respecter, il faut donc avoir les moyens. Ma question, c'est de savoir si, par exemple, quand on prend le ministre Kokoroko, son chantier qu'il attend, je pense que c'est vraiment colossal. Est-ce que la première ministre peut lui débloquer des milliards, parce que je pense qu'il a besoin des milliards, donc pour pouvoir réaliser tout ce qu'il attend, cette rentrée comme défi, quoi. Si vous voyez par exemple les appartements qu'on nous a promis, les appartements qui ne sont pas encore de sortir, ça inquiète un tout petit peu, quoi. Et au niveau de la ministre de l'économie, je veux parler du ministre de l'énergie et des mines. J'espère qu'elle a mis dans son engagement le fait qu'elle va sortir nos populations qui croupissent dans les zones minières de leur paupérisation, de leur misère. Et pour finir avec la ministre de l'énergie, de la télécommunication, je veux dire, Madame Sina, oui. Elle n'a qu'à tout faire pour sortir. Pour monter un tout petit peu à Bagbé, le réseau Togocel et Mouv sont pratiquement inexistants. Les populations sont obligées donc de s'accrocher au baobab pour pouvoir avoir les flairs de ces réseaux. Attention de ne pas tomber. Ah oui. Donc il va falloir que tout rentre en ordre très rapidement et les engagements soient vraiment respectés, quoi. Merci. Pour le moment, nous vous informons qu'ils ont signé des engagements. Ce qu'il y a dedans, nous allons nous-mêmes chercher pour venir vous en parler. Voilà les auditeurs qui co-animent avec nous. En attendant, Sylvestre Béni, une petite réaction sur le dernier auditeur. Non, oui, je crois que en parlant donc de milliards au niveau donc du ministère de l'enseignement, je crois que les gens ont signé des engagements maintenant. Il faut aussi des moyens, ne serait-ce que pour arriver donc à satisfaire donc du moins à honorer leur cahier de charge. Donc il y a Madame le Premier ministre elle-même disait que elle va travailler, même si c'est le week-end, seront là, elles vont travailler. Hier, j'ai oublié de faire un tour au niveau, le dimanche, j'ai oublié de faire un tour au niveau de la primature pour voir elle avait annoncé si elle est là. Du lundi au samedi. Ah bon, oui. Donc le samedi prochain, j'irai pour voir si elle est là. Donc oui, il faut voir si elle est là, parce que ça doit commencer par là. Donc on espère que le gouvernement va mettre donc des moyens. Merci. Un auditeur qui s'annonce en ligne. Bonjour. Ouais, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Karim depuis Spectacle. Notre ami, c'est Taximan. Ouais. Ok. Diminuez un peu le volume de votre radio de bord. Ça va, non? Allez-y. Ma première question que la première ministre n'a qu'à faire tout pour augmenter les salaires des Togolais. Ils n'ont qu'à le faire parce qu'avec 30 000, 45 000, les gens n'arrivent même pas à payer le loyer. Eux, ils n'arrivent même pas à prendre taxi, même pour payer le tarif. Ils n'arrivent même pas à payer. Au moins, il n'a qu'à voir les salaires des fonctionnaires. Au moins, même si c'est à 70 000, parce que Faure Gnassingbé nous avait promis que quand il serait élu pour le 4e mandat, ils vont nous augmenter les salaires des fonctionnaires. Ah, il vous a dit ça? Oui, Faure Gnassingbé l'a dit, j'étais là. C'était à la préfecture de Hao. Et moi, j'étais là. Okay. Donc, ils n'ont qu'à augmenter au moins à 75 000 francs par mois.
comme au Gabon. Au Gabon, les gens prennent à 100 000 francs. Moi, chez nous, si on ne peut pas... Chad, notre ami taximan qui sait être partout et qui rappelle à qui de droit les engagements réels ou supposés. Oui. Oui, et un autre auditeur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Monsieur Aboubakar. Aboubakar. Oui, je salue le ministre. Puisque moi aussi, je suis de Niamassela. Je voulais demander, puisque à Bandao, on connaît très bien à Bandao. Si tu passes Cocotier, tu vas. Si tu passes Cocotier, tu vas. En 72, on a bien travaillé là-bas. Est-ce qu'il est sûr qu'il y a encore des terrains maintenant à cultiver des riz, puisqu'on a bien travaillé pour les riz là-bas. Merci. Je vous en prie. Monsieur Akitem. Je n'ai pas compris. Il dit que lui-même, il a travaillé dans la zone de Agbandao, à Niamassila, que déjà en 72, ils avaient travaillé. Il se demandait s'il y a encore des terres cultivables des terres pour cultiver le riz. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut lui répondre. Parce que moi, j'ai acheté un terrain là-bas. Et je ne veux pas donner la surface. Sinon, les gens pourraient s'imaginer que c'est... Donc, vous avez bel et bien acquis du terrain et vous cultivez le riz. Merci beaucoup. On va prendre le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Allô, salam alaikum, monsieur Sad. Monsieur Haris depuis Azaou. Oui, monsieur Sad, je salue tout le plateau. Vous êtes en ligne. Oui, j'ai 2 questions à poser à monsieur le ministre. Ma première question, avec tout ce qu'il a présenté, on a vu qu'au moins il connaît la chose. Maintenant, aujourd'hui, avec le chantier qui attend le nouveau ministre de l'Agriculture, comme lui connaît bien ce qui est dedans, quel conseil peut-il donner au nouveau ministre au nouveau ministre de l'Agriculture? Ma deuxième question, est-ce que si la fonction du ministre l'appelle ou bien l'appelle encore, est-ce qu'il va répondre? Merci. 2 questions précises, monsieur Akitem. Des conseils éventuellement à votre successeur Antoine Lepa-Gbegweni? Très bien. Je vais essayer d'y répondre. Je connais très bien le ministre. Je sais quel est son profil. Je sais quelle est sa force de frappe. Et je ne crois pas qu'il ait vraiment besoin de conseils. Mais je ne doute pas que d'avoir écouté cette émission, qu'on lui ait rendu compte, fera que quelque part nous pourrions nous rencontrer et échanger en frères, parce que il est Bassar, ma mère est Bassar, donc on peut facilement se rencontrer et échanger. Surtout vous êtes des grands commis de l'État togolais. Donc je suis persuadé, vu ses origines aussi, qu'il pratique l'agriculture. Et tout ce que j'ai raconté ici, il doit le savoir. Il doit l'avoir, ou bien avoir entendu parler de cela, ou bien avoir mis le doigt dessus. Il n'a pas besoin forcément de mes compétences. Je ne suis pas de profil agriculteur, je suis architecte au départ. Donc, mais si d'aventure il m'est demandé nous avons cette opportunité de rencontrer, on pourra facilement débattre sans aucune gêne. Deuxième question, si au sommet de l'État on sollicitait votre expertise et qu'on vous nommait encore au gouvernement? C'est une opportunité que je n'envisage pas parce que je ne la vois pas, dans la mesure où aujourd'hui j'ai pris un peu d'âge, mes cheveux sont blancs. Justement, monsieur Akitem, l'âge bonifie l'expérience. Et puis il y a des jeunes qui aujourd'hui ont frotté leur cerveau dans des grandes universités qui sont tout à fait disponibles, qui peuvent faire ce que je pourrais avoir à faire. Donc, je ne dis pas non, mais je veux dire que... Enfin, bref, il faut dire, on ne dit jamais, jamais. Disons. Voilà, Marc Akitem, architecte, entre-temps ministre de la ville, qui veut se reconvertir à l'agriculture, mais avec
tellement de difficultés. Il est venu partager son expérience qui pourra être utile à quelque part. Avant votre mot de conclusion, c'est une tradition. Nous faisons un tour de table pour recueillir les cartons des confrères invités. Carton vert pour saluer une action d'une personne physique ou morale. Carton jaune pour mettre un peu en garde. Et carton rouge pour sanctionner. On commence par Gadi Atunyadi. Je donne un carton jaune à nous tous, à toute la population, surtout au système de santé, un carton d'avertissement. Nous sommes dans le mois d'octobre rose, la 27e campagne de lutte contre le cancer du sang. La prévalence au Togo fait 27,1%, donc c'est très élevé. Il faut pas oublier cette lutte. On sait qu'on est plus préoccupé par la Covid, mais il faut que les actions soient posées dans ce mois aussi pour cette campagne. Le cancer du sang, c'est récurrent au Togo. Merci. Abbas Issaka allie la Covid-19 au cancer du sein. La preuve, il porte un cache-nez de couleur rose. Abbas, c'est votre carton? Mon carton est vert. Il va à la nouvelle dynamique imposée par le gouvernement, inspirée par le gouvernement pour mettre les ministres au travail pour cette fois-ci. Donc, carton vert. Pour ça, carton vert. Ouais. Merci beaucoup. Sylvette Beni? Non, je crois que je vais donner un carton jaune. Du moins à ceux qui s'occupent donc de la police, parce que c'est vrai que je vais revenir là-dessus. Depuis là, on parle donc du statut général de la police, mais ce statut-là ne sort jamais. Mais lorsque vous voyez le travail déployé par la police sur le terrain, je veux dire que c'est énorme. Donc ils doivent aussi jouir donc de leurs fruits. C'est vrai que je vais revenir dans les prochaines parutions, mais il faudrait quand même qu'on pense un peu à la police. Voilà. C'est un sujet qui revient souvent ici au Club La Presse. Les conditions de travail de notre police nationale, à qui nous demandons tant. Marc Akleso Akitem, un mot de conclusion assorti de votre carton. Oui, merci. Je voudrais dire qu'en venant ici, je n'espérais pas parler de moi. J'espérais parler véritablement d'apiculture. Parce que c'est une activité qui n'est pas très démocratisée au Togo. En ce sens que les quelques personnes qui savent pratiquer l'apiculture moderne ne sont pas très nombreuses. De telle façon que on ne la sent pas, cette activité, dans notre pays. Cependant, c'est une activité qui permet de lutter contre la pauvreté. C'est une activité la plus efficace, justement, pour lutter contre la pauvreté. Vous offrez une ruche à quelqu'un. Selon la localité où la personne se trouve, elle peut faire au moins 1 à 2 récoltes par an. Et selon la ruche que la personne a, elle peut avoir en moyenne 10 kilos de miel par an, par ruche. Au prix où les gens le vendent aujourd'hui, à 2500 francs le kilo, ça lui fait 25 000 francs de revenus. Et si vous lui en donnez 10, ça lui fait 250 000 francs de revenus annuels. Pour un paysan, je pense que c'est beaucoup. Donc, par ailleurs, l'apiculture permet de lutter aussi contre la malnutrition, surtout infantile, par la disponibilité d'un aliment énergétique. Elle permet aussi de lutter contre l'exode rural, par la création d'activités génératrices de revenus. Elle permet de lutter contre l'environnement, enfin la pollution. Elle permet de promouvoir la biodiversité. Donc c'est une activité vraiment fondamentale. Par la pollinisation, l'apiculture permet d'augmenter
les rendements des champs. Merci, M. Akitem. Donc, je voudrais vraiment... Nous allons nous arranger pour que vous repassiez, pour nous parler beaucoup plus de l'apiculture. Mais ce ferait qu'on suspende ici. Et maintenant, nous attendons votre carton de fin d'émission. Oui, je dirais que un carton vert, d'une manière générale, pour ce pays. Nous avons certes des difficultés. Elles sont importantes. Mais je crois aussi qu'on peut dire qu'il peut y avoir un petit espoir pour demain. Merci beaucoup. Carton vert d'espoir, pourquoi pas d'espérance, certes, mais encore une fois, réussir sans un travail assidu est aussi peu probable que de récolter là où on n'a pas semé. Nous avons été heureux d'avoir le ministre Akitem aujourd'hui, ancien ministre Akitem, tout comme nous avons évoqué la vie de l'ancien ministre, l'ancien président par intérim, Monsieur Abbas Bonfo, qui s'est reconverti également dans l'agriculture dans son pays, dans son bassin natal. Nous espérons avoir de temps en temps d'anciens serviteurs de l'État qui nous prouvent qu'il y a une autre vie derrière le rideau de la politique. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. D'ici là encore, célébrons la vie.